Merci Solange, merci Jean-Pierre. Alors on a parlé de pouvoir. Oh, vous restez, vous partez, vous faites comme vous voulez. Vous avez envie de rester, restez. On a parlé de pouvoir. Pour revenir sur cette notion de pouvoir d'agir, Marie-Hélène Baquet va nous rejoindre. Et pour illustrer le pouvoir d'agir par des expériences concrètes, j'appelle Mami Hutt Monoana, Bruno Tardieu et Manu Bodinier. Alors, Madame Baquet, le pouvoir d'agir, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est ? Bien, alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer à vos travaux qui m'intéressent à deux titres. Tout d'abord, comme universitaire, travaillant sur les questions de la participation et de l'empowerment, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme, en particulier dans les quartiers populaires en France et en Amérique du Nord, mais aussi parce que, comme l'a rappelé M. François Lamy, il m'a confié, ainsi qu'à Mohamed Meshmash, une mission sur la participation dans les quartiers populaires et dans la politique de la ville. Et il me semble que les centres sociaux jouent un rôle important et fondamental dans ces quartiers. Alors donc, vous m'avez demandé de revenir en 10 minutes sur la question du pouvoir d'agir. Je vais essayer de tenir ce pari. Et je vais tenter également d'essayer de dégager quelques grands enjeux de la mobilisation de cette notion. Alors, je voudrais d'abord préciser que dans mes travaux, j'utilise plutôt la notion d'empowerment que celle de pouvoir d'agir. Alors, cette notion d'empowerment, elle représente un grand inconvénient, c'est qu'elle n'est pas traduisible en français, mais elle a par contre l'avantage d'indiquer un processus qui est précisément le processus d'acquisition d'un pouvoir d'agir, de construction d'un pouvoir d'agir. Empowerment et pouvoir d'agir ont en commun de parler de pouvoir. C'est un terme qui apparaît peu en France dans les écrits sur le travail social et même dans les écrits sur la participation, alors que la question du pouvoir me semble centrale dans l'enjeu démocratique en général. Il y a eu beaucoup de discussions, notamment dans les sciences politiques, dans les années 1970, autour de cette notion de pouvoir qui est le plus souvent abordée comme un pouvoir sûr, c'est-à-dire comme la capacité de décider, d'exercer une action sur les autres, en particulier quand cette action se fait au détriment des autres. Et c'est le plus souvent ainsi qu'est comprise cette notion de pouvoir. C'est comme ça qu'elle a été comprise dans les années 70, quand le mouvement autogestionnaire réclamait le partage du pouvoir, notamment. Et c'est ainsi qu'elle est reprise dans la plupart des stratégies politiques qui parlent de prise de pouvoir. Mais certaines approches vont plus loin que ça, en distinguant plusieurs types de pouvoir. Et en particulier, on peut se référer pour cela aux travaux du philosophe Michel Foucault, qui montre que le pouvoir est relationnel, c'est-à-dire qu'il prend des formes diverses dans les rapports sociaux, et surtout qu'il traverse toutes les interactions sociales. Il n'y a pas de relation sans pouvoir. Mais aussi et surtout, les travaux des féministes, et en particulier de ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme, qui est née aux États-Unis, qui se sont penchés sur la domination masculine, et qui ont permis de distinguer plusieurs formes de pouvoir, en particulier le pouvoir sur, donc du pouvoir sur, le pouvoir de et le pouvoir avec. Alors, le pouvoir de repose sur l'idée, par exemple pour les féministes, que les femmes ne sont pas seulement dominées, mais qu'elles sont des acteurs en capacité de faire. Il s'agit de sortir précisément d'une vision victimisante qui les enferme dans la dépendance, mais aussi dans le paternalisme et dans le patriarcat. Et ce raisonnement peut être prolongé pour tout groupe dominé ou marginalisé. Le pouvoir de est une forme de pouvoir génératif, c'est-à-dire qu'il désigne la capacité de promouvoir des changements, la capacité de faire. Et le pouvoir est ici compris comme une énergie et comme une compétence. Et le pouvoir avec, c'est le pouvoir de faire avec, c'est le pouvoir de construire avec, c'est le pouvoir de s'inscrire dans une démarche collective de prise en main de son avenir et de transformation sociale. Et le pouvoir se construit précisément dans cet avec. Cette distinction entre ces trois formes de pouvoir, le pouvoir sur, le pouvoir de, le pouvoir avec, permet de rendre une voix et du pouvoir aux sans-voix et de dégager des stratégies de transformation sociale où ces sans-voix est une place centrale.
Une place centrale précisément parce que c'est leur expérience de la domination ou leur expérience de la marginalité qui les rend les plus à même d'en comprendre les processus et les effets. Elle me semble donc ouvrir des perspectives fructueuses sur les démarches et les dynamiques de transformation sociale, s'appuyant, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, sur l'expérience individuelle et collective et sur la constitution de contre-pouvoirs. Et dès lors, parler de contre-pouvoir, ce n'est plus seulement parler d'un pouvoir qui s'opposerait à, mais d'une capacité critique et créative construite à partir de l'expérience des individus et de leur mobilisation collective. On pourrait d'ailleurs aussi bien utiliser le terme d'émancipation dans son sens étymologique, c'est-à-dire sortir de la main qui vous tient. Cette notion de pouvoir d'agir a été beaucoup mobilisée à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, dans les approches du travail social communautaire et dans certaines expériences de développement. Elle a permis de transformer profondément le sens et les méthodes de ces approches. En France, elle est déjà mobilisée dans différentes démarches, comme celle d'Atelier Carmonde, des universités de parents ou d'expériences de community organizing qui seront sans doute présentées plus tard. Et si elle constitue le terme central de votre congrès, c'est qu'elle engage un renversement de démarche et qui est le seul à même aujourd'hui de dégager de nouvelles perspectives. Mais je voudrais insister sur les 3 dimensions interactives de ce processus d'acquisition du pouvoir d'agir. La dimension individuelle, la dimension collective et la dimension politique. Le pouvoir d'agir individuel consiste à prendre sa vie en main. Il renvoie à la construction du sujet lui-même, à la construction des individus, ce que les sociologues appellent la subjectivité. Et il est d'autant plus important que les dominés ont souvent internalisé leur situation de dominé. La démarche consiste alors à sortir du stigmate qui est imposé. Elle passe par une prise de conscience qui permet de développer une subjectivité de résistance, ou alors c'est ce que Paulo Freire appelle la conscientisation, qui passe pour lui par l'accès au savoir. Même si l'accès au savoir, il l'a reconnu plus tard dans ses travaux, ne permet pas automatiquement la prise de conscience. C'est aussi ce que les féministes américaines appellent la conscience critique, c'est-à-dire la compréhension des conditions structurelles de la domination dans lesquelles se trouvent pris les individus et la prise de conscience des rapports de pouvoir dans lesquels ils vivent. Cette conscience critique a bien sûr des effets collectifs. Elle s'appuie sur des solidarités et des identités collectives, d'où les enjeux de reconnaissance si forts aujourd'hui dans la France contemporaine et qui nous amènent à sortir de cette phobie aujourd'hui du communautarisme qui est si développé en France. Elle débouche aussi sur un pouvoir d'agir politique dans le sens où il s'inscrit dans une perspective de changement. Ainsi, le pouvoir d'agir articule une dynamique individuelle d'estime de soi, avec un engagement collectif et une action sociale transformatrice. Alors, j'insiste sur ces 3 dimensions parce que la diffusion de la notion de pouvoir d'agir ou d'empowerment dans l'intervention sociale et dans les politiques publiques s'est bien souvent accompagnée de l'affaiblissement, voire de l'abandon des dimensions collectives et politiques au profit de démarches uniquement centrées sur le pouvoir d'agir individuel, c'est-à-dire de fait des démarches de responsabilité individuelle qui, au bout du compte, se retournent souvent contre les individus au nom d'une injonction à l'autonomie. Pour conclure, je voudrais poser quelques questions sur l'intégration de cette notion de pouvoir d'agir dans l'intervention sociale. Une responsable communautaire que j'interrogeais à Boston sur ces pratiques m'a dit un jour « Le pouvoir ne se donne pas, il se prend ». Et il me semble qu'elle exprimait ainsi une contradiction fondamentale pour les professionnels ou pour les organisateurs communautaires ou associatifs. Comment faire pour que des individus et des groupes construisent un pouvoir individuel et collectif dans une démarche non descendante? Comment éviter l'institutionnalisation qui a accompagné en France la structuration de l'éducation populaire, qui en a fait parfois un outil de gestion, comme le soulignait Jean-Pierre, ou qui en a fait une délégation finalement de services publics. Cela conduit à interroger la question du pouvoir, encore une fois, dans toutes ces interactions. La prise en compte des relations du pouvoir dans l'intervention sociale, au sens large, représente une tension inhérente. Elle a déjà été bien analysée dans tout ce qui concerne le suivi individuel, où les usagers se trouvent le plus souvent pris dans des relations très inégalitaires par rapport aux travailleurs sociaux. Mais les démarches d'action sociale collective ou les démarches communautaires
ne sont pas non plus indemnes d'enjeux de pouvoir qui sont, eux, souvent peu analysés. Dans un centre social, qui décide? Comment? Qui s'exprime? Qui est entendu? Comment se développent les projets? Le pouvoir d'agir, c'est aussi reconnaître la pluralité et la conflictualité pour construire ensemble des intérêts communs conflictuels, à partir de la conflictualité. Pour conclure en 2 mots, prendre en compte le pouvoir d'agir appelle donc à refonder les approches de l'action sociale, à les repenser et à sortir des routines. C'est à la fois un chemin très riche, mais en même temps très compliqué, car il appelle à une vigilance permanente pour éviter l'institutionnalisation, l'instrumentalisation, la confiscation du pouvoir, même au nom des objectifs les plus généreux. Il passe par l'existence et par la reconnaissance permanente de contre-pouvoirs critiques.